d'Algérie, on en a tous entendu parler, mais pour beaucoup d'entre nous, elle reste obscure, difficilement compréhensible. Pourquoi cette guerre? Quand et comment a-t-elle commencé? Pourquoi a-t-elle duré près de 8 ans? Si vous ne connaissez que les bribes de cette page d'histoire sans en avoir une vue d'ensemble, eh bien ce film documentaire s'adresse à vous. C'est la première fois que la télévision raconte cette guerre de façon globale, pédagogique et dans sa chronologie. Une histoire passionnante, une histoire effroyable, une histoire qui a changé le visage de la France, comme bien sûr celui de l'Algérie. Vous allez découvrir des archives entièrement colorisées et dont certaines sont inédites. Et vous allez aussi voir restituer, et c'est important, tous les points de vue, ce qui permet de comprendre, non pas de justifier, mais de comprendre cet engrenage. Enfin, celui qui a mis sa voix sur ces images, celui qui va faire le récit de cette guerre, c'est Kadmerad, parce que cette histoire le concerne. Il nous dira pourquoi tout à l'heure, puisqu'à l'issue de ce documentaire, nous nous retrouverons avec aussi des historiens, des témoins, des acteurs de l'époque, pour répondre aux multiples questions que ce récit fait naître. D'abord, voici ce film, La Déchirure, un film documentaire de Gabriel Le Baumin et Benjamin Stora. Toussaint 1954. Les Français d'Algérie pleurent leur mort assassinée la veille. La communauté française vient d'être la cible d'une série d'attentats meurtriers. Des hommes, des femmes, des militaires, des civils. Une action violente et concertée. Ce sont les premiers morts de cette guerre qui commence. Elle va durer presque 8 ans. 8 ans d'une violence inouïe dans laquelle 1,5 million de jeunes soldats français vont être projetés. 30 000 n'en reviendront pas. Une guerre qui va provoquer la mort de centaines de milliers d'Algériens, le déplacement d'1,5 million de paysans et la destruction de centaines de villages. Une guerre qui va déraciner près d'1 million de pieds noirs de leur terre natale, entraîner l'abandon et le massacre de milliers de harkis, fidèles à la France. Une guerre qui ne dira jamais son nom et qui provoquera la chute d'une république et la naissance de la 5e République. Et pour l'Algérie, l'arrachement de son indépendance. Mais en ce 2 novembre 1954, au lendemain des premiers attentats, une seule question hante les Français d'Algérie. Qui se cache derrière cette insurrection brutale, parfaitement coordonnée et planifiée? Plusieurs centaines d'hommes vivant dans la clandestinité, cachés dans les montagnes de Kabylie et de l'Aurès. Ils sont rassemblés au sein d'une organisation dont les 3 lettres ne disent encore rien à personne. FLN, Front de Libération Nationale. S'ils ont pris les armes, c'est pour gagner l'indépendance de l'Algérie.
Ces hommes ont appartenu au courant politique de Messali Hadj. C'est lui le père fondateur du nationalisme qui écrit « Cette terre est à nous. Nous ne la vendrons à personne. » Ce combat, il le mène depuis les années 20. Mais c'est le 8 mai 1945 que tout a basculé. Alors que partout ailleurs on fête la victoire, des militaires français traquent les responsables d'un massacre commis dans les villes de Sétif et de Guelma. Ici, dans le défilé qui fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme a brandi un drapeau aux couleurs blanches et vertes. Le drapeau algérien. Il a été abattu par la police. En réaction, les manifestants algériens assassinent 103 Français. Les survivants sont sous le choc. Comment oublier ce qu'ils ont vu? Les hommes ont été émasculés. Les femmes ont eu les seins coupés. Des dizaines de viols ont été commis. À l'agression brutale va répondre la répression aveugle. C'est là, dans les milliers de morts civiles de cette répression, que le nationalisme algérien va se cimenter et puiser la vigueur de son combat à venir. Le général Duval qui commande la répression écrit dans son rapport. Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie. Sinon tout recommencera. Le général Duval avait raison. 9 années viennent de passer et rien n'a changé. L'opinion publique a à peine noté que le jour de la Toussaint 1954, 8 Français viennent d'être tués en Algérie. En revanche, le pouvoir politique, pourtant informé par les renseignements généraux d'une action imminente, est comme surpris. Pierre Mendès France a été nommé président du Conseil au mois de juin pour mettre fin à la guerre en Indochine. En Tunisie, il s'avance pacifiquement vers l'autonomie. Il refuse de débuter une guerre dans un département français, car ce serait une guerre civile. L'Algérie, c'est la France, et non un pays étranger, déclare-t-il à l'Assemblée nationale. Toute la classe politique en est convaincue. Puisque l'Algérie, c'est la France, c'est son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, 38 ans à peine, qui se charge de rétablir l'ordre. Les informations dont il dispose lui font penser que les attentats sont l'œuvre des services secrets égyptiens. La radio du Caire a d'ailleurs annoncé la première, la liste complète des attentats. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Et nous châtierons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. La réponse du gouvernement français est donc claire. La répression. En plus des 12 000 hommes déjà présents dans la région, 5 000 soldats sont envoyés en renfort. Leur objectif est de prendre l'insurrection de vitesse, éviter qu'elle ne dépasse le massif des Aurès. C'est là que se trouve le berceau de la révolte. Une région montagneuse, sous-administrée, comme oubliée. Un terrain idéal pour la guérilla. Le 8 novembre, une semaine après les premiers attentats, le dispositif français d'encerclement est en place. Ceux que l'on appelle les Félagas vont être écrasés. Une guerre qui ne dira jamais son nom vient de débuter,
se nourrissant comme toutes les guerres de ce qu'elle produit, la violence et l'humiliation. Et ce sentiment, couplé à la misère sociale, va pousser de plus en plus d'hommes dans les rangs de l'armée de libération nationale, l'ALN. Au printemps 1955, malgré la répression, l'ALN recrute. Elle passe d'une troupe de partisans de 3000 hommes à une véritable petite armée entraînée et structurée. Parmi eux, des soldats de l'armée française d'origine algérienne. Ils ont participé valeureusement aux campagnes pour la libération de la France. Mais meurtris et se sentant trahis par la façon dont la France traite ses soldats indigènes, ils ont préféré déserter et ont rejoint la rébellion. Comme Krim Belkacem. De simple caporal-chef dans l'armée française, il est devenu le chef du FLN en Kabylie et l'un des initiateurs de la Toussaint Rouge. Autant dire que pour la France, c'est l'un des hommes à abattre. Mais cette armée clandestine manque de moyens modernes. Elle ne possède ni chars ni avions. Pour exister, le FLN doit impérativement faire connaître son combat dans le monde et obtenir une reconnaissance internationale. Il peut compter sur le président égyptien Nasser, qui soutient sa lutte depuis le début. Avec l'Indien Nehru, Nasser a réuni en Indonésie 29 pays africains et asiatiques. Ils y affirment leur droit d'exister en dehors de tout alignement aux deux blocs qui dominent le monde. C'est la naissance de ce que l'on appelle le tiers-monde. Contre toute attente, Nasser y fait reconnaître le combat du FLN. Et les 29 pays expriment leur solidarité avec l'Algérie combattante. Pour le FLN, c'est une première grande victoire politique. Mais les hommes politiques de la 4e République ne voient pas la marche inexorable de la décolonisation. En Algérie, ils envoient toujours plus de soldats. Les Français d'Algérie sont rassurés. Leur histoire d'amour avec les parachutistes ne fait que commencer. Ces hommes ont combattu en Indochine. Ce sont des guerriers chevronnés. Mais ils arrivent avec le goût amer de la défaite. Et pour les chefs, la cicatrice encore douloureuse de la débâcle de 1940. Élie de Saint-Marc officie au 1er régiment étranger parachutiste et de cela. Il écrit: nous n'avons connu que la guerre depuis notre adolescence. Elle est devenue sinon une habitude, du moins un ennemi familier. Autant dire que pour tous ces hommes, un nouvel échec serait insupportable. La guerre d'Algérie, ils veulent, ils doivent la gagner. La reprise en main n'est pas que militaire, elle est aussi politique. Mendes France vient de nommer un nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle. C'est lui l'autorité suprême en Algérie. C'est un ancien résistant, un homme ouvert, ethnologue de formation. Partout où il va, il s'adresse aux populations et défend l'idée d'intégration. Pour lui, il est urgent de réformer et de donner aux musulmans les mêmes droits qu'aux Français. Il dit: j'ai une foi profonde dans les destinées de ce pays. Et si on s'en donne la peine, si on le veut, le succès sera au bout de nos efforts. Alors avec l'ethnologue Germaine Tillon, il sillonne le pays et cherche à en comprendre les hommes. Et il comprend. Si l'Algérie c'est la France, c'est aussi l'Afrique et l'Orient à la fois. C'est un pays immense et plusieurs populations y cohabitent. Les Touaregs, les Kabyles, les Chaouis, les Mozabites et les Juifs indigènes.